Ils sont médecins et journalistes. Ensemble, en décembre 1971, ils créent Médecins sans frontières. L'initiative vient du journal médical Tonus. Il s'agit de mettre en place une force de frappe médicale capable d'agir dans l'urgence partout dans le monde. Avec cette une, le journal proclame l'acte de naissance d'un attelage original entre médias et humanitaires. Voilà, c'est court, mais je vous jure que dans le monde entier, c'est un choc absolument, absolument incroyable. Et donc, nous arrivons à la deuxième période, je dirais 70-80, c'est, je dirais, la naissance, les premiers pas des French Doctors. Et les French Doctors, ils partent avec une malle. Très souvent, on allait aux Trois Suisses, on prenait une malle, vous voyez ces malles bleues, qui étaient emblématiques parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Pardon, on n'avait pas beaucoup de moyens à cette époque-là, et on la remplissait de matériel chirurgical, de matériel de chirurgie, et on partait sur les conflits comme on pouvait. Alors c'était toute l'époque des conflits, alors on peut les énumérer, le Tchad, l'Érythrée, le Soudan, enfin ainsi de suite. Et donc je passe rapidement pour arriver au premier schisme. Alors peut-être que vous l'avez entendu, et c'est là où je dirais je rentre en scène par hasard. Et vous savez, vous allez faire l'international, et l'international, c'est quelque chose de passionnant parce que vous allez vers l'autre et c'est la rencontre. C'est la rencontre qui fait une histoire, qui fait une aventure, qui fait des affaires, qui fait... et moi, je suis jeune interne et je rencontre Bernard Kouchner. Nous sommes à Médecins du Monde, dans une rue qui s'appelle la rue Jacques Daviel à Paris. Il y a pas mal de monde autour de la table, et ces noms, vous les connaissez, c'est Ronnie Broman, c'est Maluré, des gens qui sont là autour de la table, et Bernard est là, et il lit. Et écoutez bien parce que 79 résonne 2015. Et il dit, moi, je vous dis qu'il faut aller sauver les boat people. Qu'est-ce que sont les boat people? Les boat people, c'est les Vietnamiens. Le Vietnam est sous emprise communiste, je dirais, assez dictatoriale. Les Vietnamiens, il y a eu la chute de Saigon, 1975. Les Américains sont partis, enfin, une débandade effrayante. Le Vietnam du Nord a gagné, le Viet Cong a gagné, et à ce moment-là, les Vietnamiens commencent à partir sur ces bateaux, et ils partent du Cap Saint-Jacques, c'est-à-dire de la partie sur la mer de Chine, et ils partent comme ça, alors bien sûr aux périodes après la mousson, et ils partent vers la Thaïlande, vers la Malaisie, et au gré des courants, et certains vont beaucoup plus loin, puisque ils ont uniquement des bateaux qui sont des bateaux de rivière, qui sont faits pour le Mékong, pour le delta du Mékong, mais qui ne sont absolument pas faits pour la mer. Et on pense qu'environ 1 million de boat people se sont noyés, sont disparus corps et biens en mer de Chine. Et donc Bernard Kouchner, et moi à ce moment-là, c'est là où je le rejoins, décide de faire un bateau pour la mer de Chine. Et ce bateau, il est tourné en ridicule. Médecins sans frontières refuse, et il y a ce fameux article où, une fois de plus, on le ridiculise, on nous ridiculise, et on dit un bateau pour Saint-Germain-des-Prés. Peut-être que certains d'entre vous ont connu cette polémique, et donc nous partons, nous quittons cette réunion, et à quelques-uns, Bernard, moi, Glucksmann, pour ceux qui se souviennent, Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Yves Montand, Simone Signoret, Olivier Todd de l'Express, ce sont des noms qui peut-être... Mais c'est important que vous sachiez ça.
on fait une association qui s'appelle Un comité, un bateau pour le Vietnam. Et on se retrouve dans un petit amphi comme ça, et il n'y a pas un rond, il n'y a rien, et on se dit, on va faire ce putain de bateau, parce que c'est inadmissible que ces gens se noient en mer de Chine. Et donc, avec Bernard, on va dans les ports et on choisit, enfin on est aussi doué pour choisir un truc que je suis doué pour la coiffure, on n'y connaît rien. Et finalement, on trouve un bateau qui est une sorte de bananier, qui s'appelle l'île de Lumière, qui est un bateau absolument incroyable, qu'on transforme en navire hôpital. Et on part à quelques médecins, et nous partons au large, dans les eaux internationales, et on arrive sur une île qui s'appelle Pulo Bidong. Et je vous recommande, par internet, ça va être facile, tapez Pulo Bidong, voyez le livre de Bernard, il y a eu énormément de choses là-dessus. Et nous arrivons sur un îlot, il y a 45 000 personnes sur un îlot qui fait genre 350 mètres de large. C'est une horreur, il y a un océan de merde, et je vous assure que c'est vrai, autour. Les gens crèvent comme des mouches, et on arrive avec ce bateau hôpital, et ça dépasse l'entendement. Il n'y avait pas, bien sûr, le portable, ceci, cela. Et Bernard repart en France, et nous avions à chaque fois, ce bateau nous coûtait 10 000 francs par jour. Alors, en euros, vous qui êtes... enfin, c'est pas grand-chose, mais c'est énorme. Et donc, c'est là où on fait les premiers appels à la télé, les premiers trucs pour avoir de l'argent. Et donc, nous faisons des campagnes pour les boat people. Et excusez-moi, j'ai passé un peu de temps parce que, si vous voulez, à cette époque-là, ça a été complètement... on l'a fait contre la vie. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait des choses qui... Il faut appuyer sur une diapositive. J'ai fait quoi? Pardon. À cette époque-là, on l'a fait. On allait sur plateforme de forage. Sur les moindres plateformes de forage, vous aviez 500, 600 boat people accrochés. On leur descendait, les gens de la plateforme leur descendaient simplement un peu de riz par le... Enfin, c'était une horreur. Et donc, on chargeait le bateau jusqu'à la gueule. Et une fois qu'il était chargé, on le déchargeait en Malaisie, en Thaïlande. Et au bout d'un moment, il n'y avait pas assez de visa. Et nous avons chargé le bateau jusqu'à la gueule. Mais quand je vous dis jusqu'à la gueule, alors il y en avait comme les images que vous voyez. Et on a décidé de faire le tour. Mer de Chine, canal de Suez, Méditerranée, Golfe de Gascogne, dont je me souviens parce que... Et on est arrivé en face du port du Havre, et on n'avait pas l'autorisation de rentrer. Le port du Havre nous a fermé l'entrée, on est rentré, et on est remonté jusqu'à Rouen, et là, on a eu l'autorisation de décharger ce bateau plein jusqu'à la gueule. Et donc, ça a été quelque chose d'extrêmement fort. C'est la première fois que les médecins on quittait la neutralité, on parlait, et on dit ça suffit, la neutralité ce n'est plus admissible, et donc il y a eu la création d'une autre association qui s'appelle Médecins du Monde. Alors ensuite, j'arrive sur 1979, et bien je crois que c'était le 30 décembre 79, 30 décembre 79, le pont aérien soviétique, ils envahissent l'Afghanistan, et c'est la grande époque des Moudjahidines, et c'est moi et deux autres qui allons, comme la première mission de Médecins du Monde, nous sommes les premiers French Doctors à essayer de passer en Afghanistan par le Pakistan, par les montagnes, et c'est une épopée, c'est pour la première fois, les médecins vont soigner, mais c'est aussi les médecins qui témoignent. Et vous avez cette association entre les médecins et les journalistes. Les journalistes passent avec les caravanes de Moudjahidines, avec les médecins et les journalistes, et c'est la première fois que l'information passe. Et c'est à ce moment-là que vous avez... Ça c'est... merde, j'ai oublié son nom, et je vais vous le dire tout de suite. Et donc vous avez énormément de couverture médiatique, et notamment cet article dans le New York Times sur The Terrific French Doctors. Et ensuite vous avez tous ces... Pour la première fois, nous intervenons sur l'urgence, et ça c'est ce tremblement de terre abominable qu'il y a eu en Colombie. Et je passe rapidement. Alors, à partir de 1900... Alors, si vous voulez, c'est un peu schématique ce que je vous dis, mais à partir de 1980-90, donc qui est une autre période,
c'est le développement de ces associations, de ces grosses organisations qui commencent à mettre des moyens considérables. Quand on s'occupe d'un tremblement de terre, quand on s'occupe, vous vous souvenez du tremblement de terre d'Haïti, vous vous souvenez du tsunami, vous vous souvenez de les catastrophes, on peut les énumérer, également les guerres, ça demande des moyens logistiques considérables et ces associations rentrent dans un système où, alors là, peut-être nous arrivons sur votre école. Et peut-être que certains d'entre vous travailleront bientôt dans des associations humanitaires. Ça devient des boîtes énormes et bien sûr, elles emploient tous les moyens pour le fundraising, que ce soit les mailings, l'événementiel et les grandes campagnes. Et ça a été cette la première grande campagne de Médecins sans frontières, dont peut-être pour vous c'est très loin, mais c'était dans leur salle d'attente 2 milliards à attendre, et Médecins du Monde avait fait Ma vie c'est sa vie, avec, et c'était la première fois qu'il y avait ces grandes campagnes à but lucratif, c'est-à-dire pour rentrer dans ce fundraising. Alors ensuite, c'est ces drames effrayants. Et bien entendu, je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes, mais c'est le drame du Cambodge, c'est le drame des Khmers rouges, où nous avons été dans ces camps de réfugiés sur la frontière thaïlandaise. Alors bien sûr, c'est un peu, excusez-moi, c'est un peu une litanie de ces horreurs qui ont émaillé ces 50 dernières années, mais c'est la première fois que les grosses associations humanitaires presque supplantaient l'action gouvernementale. Avant, c'était les gouvernements qui faisaient ça, c'était les grosses associations internationales qui sont terriblement absentes, que ça soit, il ne s'agit pas de les montrer du doigt, mais elles n'ont pas la réactivité, la mobilité et la possibilité de lever des fonds dans les 15 jours et d'envoyer des médecins. Alors ce sont, vous voyez, c'est terrible parce que quand je vois que je passe, vous voyez, là, c'était le drame du Kurdistan, mais là je vous mets 80-90, on pourrait mettre 2015. Bon, c'était bien sûr le drame de Fallujah, l'utilisation des gaz de combat. On a l'impression il suffirait de changer les noms, tout ça, et malheureusement, et c'est très curieux parce que c'est un topo que j'ai fait plusieurs fois, et à chaque fois je le remets à jour au fil des... et vous apercevez que c'est comme une litanie, tout ce qu'on a dit là est malheureusement terriblement d'actualité. Alors, bien sûr, l'aide aux pays émergents, mais c'est exactement ça. Alors, le Salvador, ça vous paraît étrange qu'on mette ça, mais à cette époque-là, c'était un pays très difficilement accessible, c'était extrêmement dangereux, il y avait une guérilla, et nous avons beaucoup agi, et notamment quand j'étais à Médecins du Monde, avec les Mosquitos, enfin, c'était un pays où on a eu beaucoup d'actions, et alors... Ensuite, l'aide aux pays émergents, on va arriver à des choses... excusez-moi, ça, c'est la Banque du sang à Mopti, au Mali. Enfin, vous dites franchement, je ne sais pas si vous avez ça ne donne pas envie de donner son sang et ça donne encore moins envie de le recevoir. Mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je vous souvenez, nous étions à une époque où nous avions la petite malle. Et on mettait... et là... on va arriver à autre chose, c'est l'apparition de ces grosses ONG dont vous connaissez. Et alors maintenant, on pourrait mettre la chaîne de l'espoir, parce que là, je vous parle de budgets qui sont supérieurs à 20 millions. Et alors, vous les connaissez, Handicap, Médecins du Monde, AICF, etc. Et vous voyez que certaines actuellement... beaucoup de problèmes. Pourquoi beaucoup de problèmes? Parce que, compte tenu de la crise, il y a une diminution des fonds gouvernementaux, une diminution qui est environ de 20 à 30%,
une diminution des fonds européens en même proportion, et beaucoup d'ONG, qu'elles soient nationales ou internationales, ont d'énormes problèmes de financement actuellement. Alors, autre chapitre, ce que j'ai appelé la mondialisation, c'est l'intervention dans les conflits de l'armée, que ce soit les armées nationales ou les armées internationales sous étiquette de l'ONU, qui, compte tenu de l'aiguillon qu'ont été ces ONG, se sont dit on ne peut pas ne pas prendre une part là-dedans. Et très souvent, vous voyez que ce soit l'ONU sous des sigles divers, ou les armées nationales ont maintenant, entre guillemets, une action humanitaire. Alors, le siège de Sarajevo, c'est pas si loin que ça. Vous savez que ça a été un massacre avec... c'est la première fois qu'on a vécu, et moi je m'en souviens, lorsqu'on faisait ces évacuations, le massacre que faisaient ces snipers qui tiraient non pas pour tuer, mais surtout pour blesser. Exactement ce qu'on voit en Syrie. Nous avons beaucoup actuellement, nous, de missions en Jordanie où nous opérons les enfants, et nous avons beaucoup d'enfants victimes des snipers, c'est-à-dire on tire dans la colonne, on tire pour faire un paraplégique, pour faire un tétraplégique. Pourquoi? Parce qu'un tué, c'est un drame. Un tétraplégique ou un paraplégique, c'est non seulement un drame, mais c'est une charge terrible qui va amputer la famille, qui va faire que... Et donc, c'est une volonté, c'est une instrumentalisation de la blessure de façon presque industrielle, et ça, nous le voyons, on a fait beaucoup d'articles là-dessus, et notamment sur les enfants, les adolescents, de la même façon, et ce n'est pas le sujet ici, mais de la même façon que le viol est quelque chose qui a été tout à fait, et qui est utilisé à des fins très précises, car les conséquences sont multiples, non seulement de l'être, de la femme, de la cellule familiale, qu'elle soit, et donc c'est, si vous voulez, c'est la double ou la triple peine. Alors, bien sûr, les polémiques qui surviennent, le Rwanda, vous vous souvenez, ce massacre entre les Tutsis, les Hutus, les Tutsis, avec la France qui est mise en cause, les associations humanitaires qui sont là-bas. Moi, j'y ai été et nous avons ramené beaucoup d'enfants, et là même, cette blessure instrumentalisée, vous vous souvenez de simplement le coup de machette coupant le tendon d'Achille qui fait que la personne ne peut plus marcher, et vous en voyez des dizaines, des centaines, et donc la même chose. Et donc nous nous trouvons, nous ONG, alors que les armées sont en position difficile, obligées d'intervenir sur des conflits. 1994, création de la chaîne de l'espoir. La chaîne de l'espoir a été créée, nous étions à Médecins du Monde, et un groupe de chirurgiens, dont Alain Deloche, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Nous avons décidé de partir de Médecins du Monde. C'est une maladie assez saine française, c'est la scission, la partition. Quand en plus c'est pas l'engueulade, et c'est pas plus mal. Et donc nous avons créé une autre association qui s'appelle donc la chaîne de l'espoir, qui sont des chirurgiens. C'est lutter contre l'inégalité du lieu de naissance et pouvoir opérer ici. On fait bien des enfants, mais bien entendu qui sont atteints d'affections non opérables chez eux, ils repartent ensuite chez eux, les opérer là-bas, et également dans ces missions, former, éduquer, afin que nos confrères maliens, ivoiriens, sénégalais, togolais, afghans puissent opérer eux-mêmes. C'est lorsqu'un... Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, à Kaboul, ils ont fait 3 opérations à cœur ouvert tout seuls. C'est ça le succès.
c'est que lorsque nous sommes arrivés, on verra quelques photos tout à l'heure, en 2001, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait rien. Et ben, si vous voulez, à partir du moment où vous leur redonnez la possibilité, d'abord vous leur redonnez la fierté. Et je vous assure que quand vous êtes dans ces situations, c'est pas rien. Alors, les missions, vous voyez, on forme par des cours théoriques, en amphi comme ça, mais aussi la chirurgie, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est un compagnonnage. On montre comment faire, comment pratiquer les différents gestes. Alors, bien sûr, il y a eu 2 prix Nobel, et je ne peux pas m'empêcher de le dire, je ne devrais peut-être pas. Que Bernard Kouchner ne l'ait pas reçu, c'est quand même assez fort. C'est quand même lui qui a créé Médecins sans frontières, enfin je dirais, un comité abattoir au Vietnam, Médecins sans frontières, Médecins du monde, et il est avec nous fondateur de la chaîne de l'espoir. Il aurait été élégant qu'il soit là. Mais comme quoi, je vous disais que le mouvement humanitaire français est très connu dans le monde. Vous voyez qu'il y a eu 2 prix Nobel. 2 prix Nobel, c'est considérable. Alors, on va arriver à des époques qui sont la vôtre. C'est bien entendu, lorsque vous allez dans un pays, on a vu des états de catastrophe, on a vu un nombre de catastrophes considérables, au Rwanda, Sarajevo, les différents tremblements de terre et autres. Et bien entendu, quand vous allez plusieurs fois dans un pays, que vous opérez, dans des conditions souvent difficiles, la première chose est souvent d'essayer d'avoir de l'électricité, on apporte un générateur, on apporte un compresseur et autres, mais il y a un moment, si vous voulez opérer, si vous voulez soigner, il faut un minimum de logistique et donc il faut construire, il faut reconstruire, et d'autant plus quand vous venez après des conflits. Là, nous sommes au Cambodge. En Cambodge, aux années 2001, les Khmers rouges sont partis. Le Cambodge est dans un état absolument épouvantable. Et donc, nous avons reconstruit un hôpital à l'intérieur de l'hôpital Calmette. Nous y sommes, sur un des terrains qui était disponible. Et nous avons construit un hôpital, voilà. C'est un hôpital pour enfants, c'est un hôpital de chirurgie cardiaque. Vous savez que beaucoup d'enfants sont atteints de maladies cardiaques irréversibles liées à des infections. Lorsque vous étiez petit, lorsque nous étions tous petits, nous avons tous fait des angines et autres, et on a tous reçu des antibiotiques et autres. Lorsque ces angines ne sont pas traitées, le germe, qui est souvent un streptocoque, se met sur les valves cardiaques et détruit les valves cardiaques et fait qu'il y a des cohortes énormes d'enfants. Il suffit, entre guillemets, de les opérer et ils pourront rejouer au foot et avoir une vie normale. Si vous ne les opérez pas, ils meurent dans des circonstances abominables, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, leur cœur ne peut plus avoir sa fonction et ils meurent d'asphyxie. C'est absolument abominable. Et donc, nous avons construit cet hôpital à Phnom Penh et je vais vous montrer ensuite quelques exemples. Ça, c'est un autre hôpital que nous avons fait au Cambodge. C'est l'hôpital pour enfants et bientôt pour la mère, puisque nous sommes en train de construire une maternité. C'est l'hôpital pour enfants de Kaboul. C'est le seul endroit où il y a une réanimation en Afghanistan, équipé d'un scanner, d'une IRM, et on peut opérer toutes les pathologies les plus difficiles, que ce soit la chirurgie du rachis, la chirurgie cardiaque, toutes les malformations. Et donc c'est un hôpital aux normes occidentales. C'est le même hôpital que quand j'opère à Georges Pompidou. Les blocs sont aussi beaux, ils sont climatisés. Et je veux dire que quand on aide un pays qui a été en difficulté, excusez-moi d'être un peu brutal, mais arrêtons de lui donner de la merde. Arrêtons de donner des vieux trucs tout pourris qui, au bout de 8 mois, sont en panne. Et ce sont des cimetières de multiples appareils qui ne fonctionnent pas.
lorsque vous donnez un appareil, donnez-le neuf, formez les ingénieurs pour qu'ils puissent être entretenus et que ça ne soit pas une litanie d'appareils qui ne fonctionnent pas. Et donc, c'est quelque chose auquel nous sommes très attachés. Vous voyez, ça c'est la réanimation que nous avons là-bas. Et vous voyez derrière, si j'appuie là, ça marque, c'est un marqueur. Non. Vous voyez que c'est une réanimation comme vous en voyez à Bichat ou partout avec l'oxygène, l'aspiration, les ventilateurs. C'est une réanimation aux normes internationales. Alors, je vais arriver très vite, on est dans les temps là. Oui, tout à fait. Je vais arriver à 2010 et à quelque chose qui m'est très cher. Je crois qu'il va falloir que, ensemble, médecins, non-médecins, nous réfléchissions sur cette transmission du savoir qui est la base du dialogue. Et moi, si vous voulez, quand je vous parle, je ne parle pas Est-Ouest, ce qui m'intéresse, c'est le Nord-Sud. Et donc, alors bien sûr, enseigner comme on le ferait dans un amphi ici, c'est nécessaire. Opérer un enfant là-bas ou opérer ce que vous voulez et autres est intéressant pour l'enfant, mais ce qui est fondamental, c'est que ça soit, ici c'est Sokphan, c'est un médecin cambodgien qui est venu dans mon service, que nous le formions. Et ça, si vous voulez, je voudrais, si vous avez qu'une chose à retenir ce soir, je voudrais que ce soit ça. Et soyons bien conscients des choses. Ça, c'est la carte du Quai d'Orsay. Vous voyez, en plus, je n'invente rien, vous pouvez regarder, elle est mise à jour tous les jours. Excusez-moi, c'est le 21 août, il faudrait, mais enfin, je vous assure qu'elle ne s'est pas arrangée. Vous avez en vert tous les pays où vous pouvez aller. Aucun problème, vous pouvez y aller avec votre copine, votre famille, vos enfants, vos trucs, ce que vous voulez. Tout ce qui est rouge, c'est totalement déconseillé, hyper dangereux. Jaune, orange, fortement déconseillé. Alors, si vous aviez vu cette carte, mettons 2005, je vous rappelle qu'il y avait quelque chose, mais ça vous semble très loin, qui s'appelait le Paris-Dakar. Paris-Dakar, il est parti en Amérique du Sud. Il n'est pas parti pour des raisons commerciales. Il est parti parce qu'il était menacé par Acme. Enfin, c'est pas le Sud, mais c'est une vraie réflexion. Et donc, l'ensemble des pays où nous sommes, qui ont besoin de nous, qui sont en plus qui sont, excusez-moi, francophones, mais c'est pas que je suis axé sur les pays francophones, puisqu'on est près dans 40 pays et beaucoup sont non francophones. Mais nos collègues, nos amis, qu'ils soient afghans, maliens, ivoiriens, du Mozambique, en plus je peux citer tout, le burkinabé ou autres, enfin on peut prendre la litanie, de toute façon ils sont dans le package. Non seulement ils peuvent plus venir chez nous, parce que, excusez-moi, mais essayez, demandez, alors moi je parle d'un interne, c'est-à-dire un étudiant en médecine, mais ce serait probablement la même chose dans vos spécialités. J'imagine un jeune architecte, un jeune ingénieur, un jeune, ce que vous voulez d'ailleurs, un jeune vétérinaire, qui veut venir en France. Excusez-moi, mais alors bon courage mon gars. Les queues pendant des heures au consulat pour avoir le visa. Il aura peut-être un visa touriste, mais pour rester 4-5 mois, vous avez été à Nanterre le matin, bon courage. Et en plus, si jamais ils ont le visa, pour arriver, par exemple dans mon hôpital, c'est déjà un exploit. Mais en plus, arriver dans le bloc opératoire, alors là, déjà, sur les 1000 qui voudraient, il y en a peut-être 3, mais qu'en plus, il puisse opérer, parce qu'il a besoin. Mais on peut... Alors déjà, si vous voulez, notre accessibilité, je ne porte pas un jugement, c'est un fait, il est incontestable. Venir chez nous pour apprendre, pour échanger, est extrêmement difficile. Et je ne vous parle pas maintenant de l'inverse. Pour nous, y aller.
Nous, par exemple, si vous voulez, on envoie à peu près 1600 personnes par an dans le monde. Actuellement, on a au moins une mission sur 2 qui est annulée. Pour des raisons de sécurité, parce que menace, parce que ceci, parce qu'attentat, parce que litanie, regardez, enfin, vous comprenez tous de quoi je parle. Donc, difficulté à venir, difficulté à y aller. Alors, vous allez me dire quelque part, bon, bah, c'est pas grave. Enfin, moi je trouve que c'est dramatique. À partir du moment où nous ne parlons pas, à partir du moment où nous n'échangeons pas, nous sommes le fossé intellectuel, le fossé amical, le fossé humain se creuse de façon dramatique. Et moi, j'ai toujours pensé qu'aller là-bas, si vous voulez, toute mission, quand vous décidez d'aller dans un pays, c'est un acte politique. Et quand je dis politique, je le dis dans le bon sens du terme. Politique dans le sens engagement, pas politique dans le sens un peu con de notre quotidien. C'est-à-dire, je vais vers l'autre, je vais vers... et moi, j'ai remarqué, plus un pays est en difficulté, plus les mouvements extrêmes, quels qu'ils soient, se développent. Et je l'ai vu, l'Afghanistan est un pays dans lequel j'ai beaucoup d'attaches et j'ai été du temps des Moudjahidines, j'y vais actuellement tous les 3-4 mois et je sais parfaitement, les talibans font leur croissance sur l'analphabétisme, le désert sanitaire et je dirais tout ce qui porte en avant, tout ce qui fait l'échange et pour eux impensable. Et c'est pour ça que, si vous voulez, quand je vous dis le mot politique, lorsque nous parlons à l'autre, il ne peut pas vous réduire. Vous savez, par exemple, quand un taliban vient dans l'hôpital et voit que pendant 8 heures, toute la nuit, il a vu une infirmière de Toulouse, de Roubaix, un anesthésiste de Belgique, puisque nous avons des antennes dans toute l'Europe. Il voit un anesthésiste belge, un radiologue allemand qui passe toute la nuit sur un gamin et autres. On rentre chez lui, on lui dit l'Occident ou autre, c'est le diable. Il n'en croit pas un mot. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je pense que le dialogue est une chose fondamentale. Et ce mouvement des French Doctors a été porteur de ces valeurs. C'est pour ça que quand je vous disais qu'il y a besoin d'un relais, et le relais, il viendra de vous. Il viendra de ceux qui croient. Et il n'y a pas besoin d'être médecin. Par exemple, si vous voulez, à la chaîne, il y a à peu près 60-80% qui est non médecin. Le médecin seul, il ne vaut rien. Déjà, vous lui donnez 3 chiffres, déjà il se plante. Il est incapable de faire la logistique, il est incapable de faire la com, il est incapable de faire l'événementiel. Le fundraising, il peut aller faire le clown, mais il n'a pas la structuration administrative pour faire cette coquille. Et donc, c'est pour ça que moi, je crois beaucoup à l'engagement. Et cette carte est extrêmement inquiétante. Elle est extrêmement inquiétante. J'ai fait quelque chose de nouveau, je ne sais pas quoi. Elle est extrêmement inquiétante parce que le non-dialogue, lorsque vous n'avez plus de dialogue, interculturel, interethnique, interpays, tout ce que vous voulez, et notamment le Nord-Sud, on est très fort sur l'Est-Ouest, où de discuter entre privilégiés, on multiplie les échanges, mais on est maintenant très peu ouvert pour des raisons techniques. Alors là, c'est quelque chose qui m'occupe beaucoup, sur lequel je crois beaucoup, et je serai demain au congrès de chirurgie, l'association française de chirurgie, pour leur parler de ça. C'est ce que j'appelais la chaîne du savoir. La chaîne du savoir, et ici vous avez Carlo Dazzaro Biondo, qui est un des grands dirigeants de Google Monde, et nous avons créé ensemble ce qu'on appelle un fonds de dotation, et c'est... pour créer cette chaîne du savoir, c'est très simple, c'est mettre les outils numériques au service du savoir. Alors, le savoir médical, vous savez, on pourrait le multiplier pour de multiples choses. Et donc,
Nous développons ça actuellement. Et par exemple, je vais vous donner un petit exemple, 2 exemples. Excusez-moi, là, il faudrait que je passe plus de temps, mais soyez simplement... je ne suis pas obstétricien, je suis chirurgien vasculaire, donc quand je parle d'obstétrique, je ne suis pas très bon. Dans le monde entier, excusez-moi, dans le monde en voie de développement, vous savez que le drame, le jour le plus dangereux de votre vie, c'est le jour de votre naissance. Parce que, alors on dit, un enfant sur 4 meurt dans la première année, bon les chiffres sont très variables, mais c'est effrayant. On dit qu'à peu près 2 millions d'enfants naissent le premier jour. C'est des chiffres qui dépassent l'entendement. Alors, pourquoi est-ce qu'ils meurent? Ils meurent pour des choses très simples. D'abord parce qu'ils accouchent. Enfin, pardon, les femmes, excusez-moi. Les femmes accouchent seules. Quand je dis seules, totalement seules, sans aucune aide, ou avec des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais qui ne savent pas. Et lorsque l'accouchement se passe, il y a des gestes comme, vous voyez, aujourd'hui j'ai fait un pontage, j'ai montré à l'interne pour faire certains gestes, on apprend. Et donc, que ce soit les matrones, les sages-femmes, elles ne savent pas ce qui se passe. Elles ont une vue extérieure de la tête de l'enfant ou de l'épaule et autres, mais quoi faire, elles ne savent pas. Et donc, on est en train, nous, et on y travaille beaucoup, de faire une application qui s'appelle une anatomie fonctionnelle en 3D, et vous voyez simplement un smartphone avec l'application, et vous avez par exemple une circulaire du cordon, c'est-à-dire le cordon est entouré autour de la tête. J'assure qu'il y a un geste très simple à faire, mais si vous ne le faites pas, ça va très très mal se passer. Et ben, c'est apprendre à tous ces gens qui font ces gestes de façon 5, 6, 8, 10, 15 fois par jour, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire. C'est une première chose. La deuxième chose, je vais passer très vite, mais je vous assure que c'est une idée, et si on la décline, c'est ce qu'on appelle la plateforme ECHO. Par exemple, si vous étiez venu aujourd'hui, je crois que c'était aujourd'hui, vous veniez à la chaîne, il y a un grand écran comme ça, il y a le professeur Sidi, qui est probablement un des plus grands échographistes au monde pour le cœur. C'est, vous savez, l'écho cardiaque, on met une sonde et on regarde exactement, et vous voyez les valves et autres, et c'est ce qu'on appelle le juge de paix pour nous. C'est là, on va dire, votre valve mitrale, c'est-à-dire la petite valve à la sortie de l'aorte, là qu'il est malade ou autre. Et on va dire, c'est ce geste qu'il faut faire. C'est là où il est malade et il faudra faire ça. Et bien sûr, ils n'ont pas ça. Et souvent, ils opèrent et ils ont un mauvais diagnostic. Et je vous jure qu'il vaut mieux pas ouvrir un cœur si vous ne savez pas où vous allez. Ça va très mal se passer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce matin, vous avez le professeur Sidi, il est assis, et il a sur son écran, et là vous voyez par exemple, c'est Phnom Penh. Ils sont à Phnom Penh, et vous avez le gamin qui est sur la table, il y a les étudiants qui sont derrière, et vous avez le môme qui est là, et il a la sonde, et le professeur Sidi voit directement l'application sur son écran à Paris, il lui dit « Montre-moi le ventricule gauche ». « Non, je t'ai dit le ventricule gauche ». Il l'engueule comme un... « Montre-moi l'oreillette droite. Montre-moi... » Bon, alors qu'est-ce que tu fais? « Mais non, je t'ai... » Bah, remontre-moi ça. « Non, cet enfant, il a ceci, tu fais ça, et surtout, vous ne... » Et après, il voit le suivant. Il fait d'abord, selon les décalages horaires, il fait 4 enfants au Sénégal, 3 à Lomé, après le Mozambique, parce que c'est le même décalage, et après, le lendemain, on fait Kaboul, Cambodge et autres. Et donc, vous voyez que, après, on a une plateforme où les gens de ces pays en voie de développement peuvent se brancher et savoir que tel jour, à telle heure, il y a une consultation et qu'ils aura soit le professeur Sidi, soit le professeur Beribi, soit qui est disponible, et ils se branchent et les gamins sont là. Mais si vous voulez, c'est vital. Quand je vous dis c'est vital, et c'est là où je vous dis les outils numériques,
font que l'isolement de ces praticiens, pour les raisons que nous avons évoquées, peuvent être vaincus. Et cette réflexion, elle peut se démultiplier sur beaucoup de choses. Là, vous avez c'est le professeur Sidi qui est en communication avec eux, et derrière, vous avez l'échographie qui est en direct. Alors vous allez me dire, il suffit de mettre une webcam, une GoPro, et pas du tout. Si vous faites ça, vous ne voyez rien, vous voyez de la neige. Et on n'a pas la finesse. Et vous voyez ici, excusez-moi, vous voyez les qualités cardiaques et autres, c'est très précis. Et donc, c'est quelque chose qui a été très difficile à établir. On l'a fait avec les ingénieurs Google. Bon, alors vous voyez, là, c'est en train de se faire. Et parfois, il peut le faire de chez lui avec son... Alors, si on arrive à le faire sur l'écho, on pourrait le faire sur beaucoup de choses et casser l'isolement de nos amis et collègues. Alors, et vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle la plateforme écho. Et vous voyez les spécialistes. Après, vous pouvez rentrer... enfin, vous connaissez ça très bien. Vous pouvez vous mettre sur cette plateforme et que vous soyez à Brazza, à Kinshasa et autres, vous savez exactement quand vous pouvez avoir un spécialiste. Alors, vous voyez, je voulais, on n'a pas eu le temps, je voulais remettre 2 diapos. Bien sûr, Ebola. Ebola change complètement la donne. Vous voyez ces pandémies virales épouvantables, entre guillemets pour l'instant sans traitement, peut-être bientôt une vaccination, mais bon, nous sommes beaucoup intervenus là-dessus, et bien entendu, et il faudra qu'on le mette, c'est les migrants où nous sommes. Nous avons actuellement 6 médecins sur Lesbos, nous avons sur les autres îles grecques. Ce matin, il paraît qu'il y a eu 10, devant nos équipes, il y a 10 personnes qui se sont noyées. On revient, je vous parle simplement sur la plage de Lesbos, hein, il y a à peu près 5000 personnes qui arrivent par jour à Lesbos. Ils ont entre 15 à 25 bateaux qui arrivent par jour, c'est effrayant, nous devons être là, nous devons leur porter assistance, ce n'est pas une question de jugement, c'est une question d'éthique. Et vous voyez, les choses se percutent, le monde humanitaire, et pour moi, humanitaire, c'est un terme que je n'aime pas, le seul terme que j'aime dans humanitaire, c'est humain, c'est aller vers l'autre dans un moment où je pense que notre monde actuellement se radicalise par manque de dialogue, par manque de volonté d'aller vers l'autre. On croit que sous prétexte qu'il y a ces outils numériques sont un moyen à partir du moment où il y a une volonté, mais une volonté d'aider et d'aller à la rencontre. Moi, je crois beaucoup à ça et c'est pour ça que je suis heureux d'être parmi vous ce soir et je serai heureux de répondre à vos questions. Excusez-moi, ça a été rapide, on a fait 200 quelques années en très peu de temps et merci infiniment. Pas très bien celui-là. Non. Vous pouvez la poser à votre place. Bonjour, et puis merci pour votre intervention. Vous disiez tout à l'heure que malheureusement vous vous substituiez souvent au pouvoir public. J'aurais voulu savoir, ou au moins estimer, la part des pouvoirs publics, la part de l'implication des pouvoirs publics en termes de financement et d'équipement, mais également de transfert de connaissances, par exemple, et les moyens que vous aviez, dont vous disposiez pour susciter chez les pouvoirs publics plus d'intérêt et plus de participation. Est-ce que vous prenez part à des actions de lobbying auprès, je ne sais pas, du CNUD, de l'UNICEF ou des gouvernements nationaux? Et est-ce que malgré la neutralité dont vous avez l'obligation de faire preuve quand il y a des conflits, vous avez des moyens de vous associer
à des gouvernements ou même des autorités non reconnues, je ne sais pas moi, des guérillas, pour avoir accès aux zones de conflit ou pour avoir accès à des équipements, des choses comme ça? Je vais essayer de vous répondre d'abord par une anecdote qui pour moi résume tout. J'avais un oncle qui s'appelait Claude Chesson qui était ministre des Affaires étrangères et un jour il est venu nous voir, c'était la première assemblée du Médecins du Monde et il nous a dit quelque chose qui est resté pour moi et pour nous tous quelque chose qui est resté pour nous presque une ligne de conduite. C'était, il nous disait, n'oubliez jamais et restez toujours le poil à gratter des autorités. Et je crois que nous avons ce rôle. Alors, je vais essayer de répondre. D'abord, vous m'avez dit quelle est la part de financement des autorités. Lorsque vous parlez des autorités, je pense que vous parlez des autorités françaises ou de la communauté européenne. Comme je vous ai dit, c'est une part qui a été importante, pour certaines associations. Par exemple, Médecins du Monde a été très soutenu par les autorités françaises depuis 20 ou 30 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis beaucoup sur des problèmes de société. Et vous avez eu beaucoup de bus de Médecins du Monde, ils se sont occupés beaucoup des sans domicile fixe, ils se sont beaucoup occupés du sida, ils se sont occupés des problèmes sociétaux et ils ont été très soutenus par les autorités. Également Médecins sans frontières. Médecins sans frontières est une association qui a de multiples ramifications dans le monde et elle a été très soutenue par les grosses associations internationales et notamment par la communauté européenne. Et il y a des gros organismes de lobbying à Bruxelles qui vont sur les gros financements et beaucoup de gens qui ont fait des écoles comme vous travaillent sur ces financements et de monter ces dossiers qui demandent une technicité énorme. C'est un travail considérable. Mais je tiens, et ça il faut bien le savoir, et d'ailleurs vous en avez tout de suite les conséquences, il y a beaucoup moins de ces financements pour, bien sûr, en fonction de la crise. Et donc, à partir du moment où vous avez moins de ces financements, vous avez vu que depuis 1 an ou 2, il y a beaucoup plus de campagnes à la télévision, sur les radios, sur les affichages de ces grosses associations qu'auparavant vous ne voyiez pas ou plus, parce qu'ils n'en avaient pas besoin. C'était des financements énormes qu'ils avaient par les grosses associations. Donc je dirais certains retraits des fonds institutionnels pour des raisons de crise financière un peu globalisée. Concernant Médecins du Monde, concernant la chaîne de l'espoir, nous avons des financements, notamment de l'AFD, l'Agence française de développement, concernant notamment l'hôpital de Kaboul. Par exemple, c'est un hôpital sur lequel nous avons reçu 8 millions d'euros pour financer actuellement la maternité. Nous sommes en train de construire une maternité en Afghanistan. Vous savez que la condition de la femme en Afghanistan est abominable. Et donc, ça sera la première maternité aux normes occidentales en Afghanistan. Nous le faisons dans un contexte difficile, puisque s'occuper de la femme en Afghanistan, même le mot gynécologie et obstétrique, il faut y aller avec beaucoup de précautions et de respect. Donc, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions, je crois? Vous m'avez parlé des financements et de la part... C'est automatique. Ah bon, c'est automatique, d'accord. Non, là sur... Alors si vous voulez, moi je pense que nous sommes aussi très... je dirais pas provocateurs, mais nous sommes très dénonciateurs à certains moments de choses. Et moi, il m'arrive très souvent de faire des tribunes, un éditorial et autres quand je pense qu'il y a des choses qui sont
indigne dans ma... et donc, par exemple, nous avons eu beaucoup d'interventions sur ce qui se passe au niveau des migrants actuellement. Parce que nous avons constaté sur place des comportements que je qualifierais d'indignes. J'aurais également une seconde question. Ah, pardon. Non. Ah, merci. La santé représente un marché absolument colossal, qui est dominé par de grands groupes pharmaceutiques. Est-ce que vous avez une capacité d'influence sur la régulation de ces marchés, par exemple sur les durées de validité des brevets, des choses comme ça, pour permettre un Et pour les génériques. Voilà. Il y a en effet un grand mouvement qui a été fait, d'abord sur le contrôle des médicaments, et notamment avec tout, vous savez, le trafic sur les molécules, et ça c'est une première chose. Il y a eu un mouvement qui a été initié, qui s'appelle ONU-SIDA, qui a été initié par Douste Blazy et par Jacques Chirac, et c'est un financement participatif qui était tout à fait nouveau, qui a été innovant, qui a été sur le 1 € sur les billets d'avion. Et le 1 € sur les billets d'avion a permis d'avoir une force de frappe importante, mobilisant d'énormes fonds pour commencer à résoudre le problème du sida, notamment de la transmission materno-infantile, et de faire baisser le coût des trithérapies et notamment des génériques. Malheureusement, sur ce fonctionnement, sur ce financement participatif, peu de pays sont rentrés. Il y a quelques pays, il y a le Brésil, la France, le Japon et quelques-uns. Mais les États-Unis, la Chine et autres ne sont pas rentrés parce que sur ça, on avait une possibilité de mobilisation considérable, notamment sur le paludisme. Et sur le paludisme et sur ces grandes endémies, vous avez des organisations absolument considérables, et notamment Bill Gates, qui ont une force de frappe qui est au-dessus de toutes les organisations internationales parce que les budgets mobilisés sont très importants. Nous-mêmes, nous sommes à Kaboul avec la fondation de l'Aga Khan, qui est un des plus grands mécènes au monde, qui est très peu connu en France, mais qui est d'une puissance absolument gigantesque. Oui, je vais me lever. Bonsoir. Concernant, alors vous aviez évoqué effectivement comme quoi le terrain d'action accessible était de plus en plus limité de par l'instabilité de nombreux pays. Vous avez montré effectivement la carte du ministère des Affaires étrangères. Et vous avez aussi parlé de l'évolution notamment des stratégies militaires, notamment visant à blesser, etc. Est-ce que vous pouvez noter, est-ce que vous avez noté personnellement, et oui, enfin dans les statistiques, une évolution, enfin une prise pour cible des médecins et justement des différents humanitaires pris pour cible par les différents groupes armés dans les conflits plus qu'auparavant? Non. Bien sûr, et je vous avoue que je suis en train de réfléchir sur un mode de communication sur ce sujet parce que je vais peut-être vous choquer quand je vais dire ça, mais je le pense profondément, donc je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas. En effet, nous sommes pris pour cible. Je pense que ça devient dangereux. Lorsque on envoie des infirmières, des médecins, des anesthésistes, des logisticiens, des gens comme vous. Je cite l'Afghanistan, mais à mon avis, c'est sûrement pas un des endroits les plus dangereux, mais au Kurdistan, en Jordanie, au Liban, ça devient extrêmement dangereux. Je pense que nous sommes pris pour cible, et les exemples sont multiples, parce que lorsque vous prenez un médecin français ou autre, c'est une cible qui va vous donner un pouvoir médiatique et un pouvoir, je dirais, de nuisance à travers cette communication considérable. En plus, le coût d'échange est totalement prohibitif, que ce soit d'ailleurs un médecin ou un journaliste, ou un logisticien, ou un... Je dis médecin, mais ce n'est pas le terme générique médecin. Et moi, je pense, c'est une discussion que nous avons beaucoup à la chaîne,
supposez que vous veniez me voir demain à la chaîne et vous partiez, je ne sais pas, vous allez vous occuper du financement, par exemple du projet qu'on a au Sénégal. Bon, le Sénégal n'est pas encore, mais on pourrait parfaitement imaginer le Cameroun. Le Cameroun, vous avez Boko Haram, vous le savez très bien, et vous allez là-bas. Et moi, j'ai envie de vous dire, je suis entièrement d'accord que vous partiez. On voit tout votre contrat, etc. Mais moi, j'ai envie que vous me disiez d'abord, je veux y aller, je prends mes risques, je m'engage, et à ce moment-là, si vous voulez, je ne dirais pas signer une décharge, mais je crois qu'il faut arrêter le principe de responsabilité qui devient une espèce ou le principe de responsabilité ou de précaution. Le principe de précaution fait qu'on est complètement spasmé et qu'on ne peut plus bouger. Et moi, j'ai envie de dire, si vous voulez partir, prenez vos risques. Signez-moi une décharge, allez-y. Si vous arrive un pépin, on fera tout ce qu'on peut, mais je suis désolé, il fallait aller à Charleville-Mézières ou à la dune du Pilat, mais il ne fallait pas aller au Cameroun. Si vous allez au Cameroun, c'est quelque part, vous croyez à ce que vous faites. Et donc, moi, je dis, remettons les choses à leur juste valeur. C'est comme si vous voulez, je suis absolument... alors, c'est vrai que c'est un discours un peu chirurgical. Enfin, il y a un moment, on va pas... Si vous voulez, un pompier qui se brûle, il va pas aller se plaindre qu'il s'est brûlé, ou alors qu'il fasse un autre métier. Et je pense que si vous, par exemple, vous travaillez dans l'humanitaire, comme peut-être certains d'entre vous le font, si vous voulez, c'est un choix. C'est qu'à travers le mot humanitaire, vous avez... j'imagine que vous avez... vous savez très bien que vous n'allez pas partir à Düsseldorf, sauf pour chercher des fonds. Mais autrement, vous allez être contraint si vous n'êtes pas d'accord, ou alors ça fait partie de vos tripes. Et je dirais, remettons la notion d'engagement et déchirons le principe de précaution, c'est-à-dire le principe de précaution. Bien sûr, prenons le maximum, mettons toute la sécurité, la réflexion et autres. Mais il y a un moment, ou alors on n'y va plus, ou alors on n'y va plus. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Vous apercevez qu'au fur et à mesure, les missions sont de moins en moins fréquentes et on arrive, si vous voulez, à ce repli sur soi qui, à mon avis, est extrêmement dangereux. Mais le gouvernement n'assure pas votre sécurité ? Absolument pas. Je vous rappelle que sur le truc, nous sommes, et il ne faut pas qu'il l'assure, bien entendu, mais nous sommes ONG. Organisation non gouvernementale, et je crois qu'il ne faut pas avoir le lait, le beurre, etc. Bon, mais on ne peut pas être non gouvernemental et dire c'est incroyable, l'ambassade il n'est même pas venu. À ce moment-là, faut aller au Club Med, mais il n'en reste plus beaucoup. Il faut aller au Club Med en Italie, et encore pas trop loin. Moi, je pense qu'il faut avoir les tripes de ce qu'on veut. Ou alors, si le gouvernement, à ce moment-là, allons à l'URSSAF ou à la Poste, c'est formidable, j'ai rien contre l'URSSAF, mais il ne faut pas avoir cet engagement. Mais il n'y a pas d'organisme privé qui se charge des autres ? Non. Non, et je pense qu'il ne faut pas. Par exemple, à Kaboul, notre hôpital n'est pas armé, aucun garde n'est armé, on a simplement une fouille à l'entrée et à la sortie, mais il n'y a pas d'armes et je crois qu'il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Si on rentre là-dedans, de toute façon, c'est sans limite et je pense que ce dialogue, cette acceptation, ce respect, je pense que les barrières seront telles qu'à ce moment-là, il ne faudra plus rester. Bonsoir. Moi, j'avais une question complètement différente sur quelque chose que vous avez évoqué en introduction, disant que la relève, pour vous, du moins, n'était pas assurée. J'aurais aimé savoir, en fait, ce qui vous amenait à ces conclusions, concernant, donc je suppose que vous parliez surtout des médecins, et à savoir si vous ressentez ça concernant la France ou si c'était au niveau mondial. Je vous le dis, mais lorsque je le dis, il y a vraiment, je vous jure que c'est vrai, je vous le dis droit dans les yeux, comme on dit. Je pense que nous avons une part de responsabilité très importante, mais il n'y a pas
relève. Et je vous jure que c'est... venez à la chaîne. Eva, tu envoies beaucoup d'internes, de résidents, de... Non, il faut aller les chercher. Et maintenant, si vous voulez, on fait partir, bien que ça nous coûte ça nous coûte un billet d'avion en plus, on demande aux chirurgiens de partir avec des jeunes internes. On demande aux infirmières d'emmener les infirmières, d'essayer parce que d'abord il y a une crise de démographie considérable médicale en France, considérable. On va énormément manquer de pédiatres, de gynéco, d'anesthésistes, et donc mais je vous assure, je suis absolument pas politique, je ne veux pas savoir ce que je m'en fous, mais excusez-moi, mais les 35 heures dans les hôpitaux ont été un massacre. Quand je vous dis un massacre, c'est que l'engagement a disparu. Quand vous sortez de garde, 8 h le matin, vous vous barrez. Alors que vous avez, je sais pas, l'autre nuit, on a opéré un type qui avait pris un coup de couteau là. Et je dirais qu'avant, on y allait, on restait jusqu'à midi, 1 heure, on était... Maintenant, si vous voulez, le carcan est devenu tel que on a voulu compter le temps, et bon, il est compté, mais il est compté avec avantages, inconvénients. Et l'inconvénient, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup moins de... Je parle médecine, hein, je ne peux me permettre pas... Il y a beaucoup moins de folie, il y a beaucoup moins de rêves, il y a beaucoup moins de volonté de sortir de notre moule que je trouve assez limité par rapport aux problématiques considérables, je ne sais pas qu'on a abordées, mais vous vous rendez compte, je trouve que ça c'est passionnant. Je trouve que le passeport français ouvre énormément de possibilités. Énormément de possibilités parce que, alors bien sûr, on en a fait la tarte à la crème, pays des droits de l'homme, etc. Mais je vous jure que c'est vrai, c'est perçu de l'extérieur. Nous, on se dénigre, c'est classique. Mais à l'extérieur, votre venue, notre parole, notre comportement, notre savoir-faire, dans les différentes... parce que si vous voulez, vous pourriez avoir un architecte ici, qui vous dirait tout ce qui a été fait mais vous pourriez avoir beaucoup d'autres spécialités. Je parle de la médecine, mais moi je parle de la médecine dans le sens large. Hein. Il ne faut pas la limiter aux soins. Donc je trouve qu'il n'y a pas de... il y a très peu de relève. Je vous assure que demain, d'ailleurs, bon, vous serez en cours, mais venez au Palais des Congrès. Je fais ça dans la grande salle du Palais des Congrès. Vous allez voir le nombre de jeunes. Enfin, je dirais de jeunes. 25, 26, 28 ans, non, il n'y a pas beaucoup. Et ce n'est pas de leur faute, c'est parce que, quelque part, on ne leur a pas donné assez envie, ou on a on a trop occupé la scène, je ne sais pas, mais il y a une réelle problématique.